Salon de la radio et de l'audio digital. Solid Radio, Liquid Audio, c'est un peu le slogan cette année de cette édition, de cette 16e édition du Salon de la radio et de l'audio digital. Vous avez tous compris derrière la comparaison, la radio très solide, historique, et puis l'audio qui est aujourd'hui partout, les enceintes connectées, les podcasts, le streaming, tout ça vous allez le voir pendant la durée de ces 3 jours de salon. Et puis on a souhaité faire ce débat sur les clés pour continuer à enchanter votre public. D'abord, je vais faire un premier tour de table. On a vu que la radio était victime d'érosion, notamment chez les jeunes. Alors, le dernier sondage de Médiamétrie nous montre que finalement, il y a un retour un petit peu de l'audience. On était à plus d'1 million d'auditeurs perdus en un an. Là, on est à 300 000 auditeurs. Je vais poser une question très provocante. Est-ce que la radio, elle est morte ? Je vais commencer par Cécile Mégy, la patronne de RFI. Je pense qu'on va tous avoir la même réponse. Évidemment, non, la radio n'est pas morte, elle se transforme. Mais elle a des acquis et des points forts qu'elle ne doit pas céder pour autant. Voilà. S'il faut être un petit peu plus long, vous parlez des... Non, je pense qu'une première réponse, ça suffit. Il y a une brochette impressionnante, je ne voudrais pas prendre la parole pour tout le monde. Extraordinaire brochette. La radio n'est pas morte, bien évidemment. Gaël Sanquin, on s'en parle des fois, tu me dis « Oh là là, les gens pensent que la radio est morte et je combats tout ça ». Ça me désole que les gens pensent ça. D'ailleurs, je suis content que vous ayez changé la thématique et le titre de la keynote, parce que je crois que le titre initial, c'était comment réenchanter la radio. Alors on l'avait mis entre parenthèses. On l'avait mis entre parenthèses. Les auditeurs. Mais les auditeurs, ils sont toujours là, ils sont toujours enchantés. La vraie question, c'est comment, malgré le morcellement de l'audience, malgré l'offre aujourd'hui, les auditeurs, 76 ou 77% des Français, écoutent encore la radio tous les jours. C'est ça la vraie question. Donc non, la radio n'est pas morte. Jean-Éric Valli, patron des Indes radios. Bonjour. Moi, j'aime pas les slogans, en fait. C'est tellement réducteur. C'est vrai, ça attire l'œil dans un article, mais bon, nous, en tout cas, notre débat, c'est un débat professionnel, on doit s'intéresser au métier qu'on fait. Moi, j'ai constaté quelque chose il y a 2-3 ans au sein des Indés. Finalement, avec ce discours tout le temps sur le digital, on avait presque intériorisé l'idée que la radio était sur le déclin, etc. Et du coup, on s'est mis à regarder les stats, très intéressant, les stats du streaming, par exemple, de Spotify, tout ça. Très très intéressant, il y a vraiment une méga puissance de la radio et une toute petite dimension quand on regarde les stats de ces plateformes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de futur, pas du tout. Moi je pense qu'il y a une logique de complémentarité. Donc voilà, on avait intériorisé, donc on a regardé les vrais chiffres plutôt que les rumeurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on a pris un certain nombre d'initiatives au sein des Indés radios pour investir sur un certain nombre de sujets. Alors, le digital, ça fait longtemps qu'on investit, ça fait peut-être plus de 10 ans. Est-ce que la question se pose ? Est-ce qu'on doit être sur le digital ? Non, la radio est digitale. Mais voilà, c'est normal, il y a des outils, au contraire, il y a des outils à notre disposition, il faut en profiter. Donc moi, je pense qu'on a un média extrêmement puissant. Il ne faut pas qu'on perde de vue quels sont nos fondamentaux. Isabelle Pordo, secrétaire générale de la rédaction de Europe 1. La radio, est-ce qu'elle est morte ? Bonjour, non, elle n'est pas morte. Et nous, Europe 1, on est bien placés pour le dire. Donc, on est en reconquête d'audience. Donc, on se dit que vraiment, non, le média n'est pas mort. Et puis, le média, ce qui est important, c'est que c'est avant tout des contenus. Après, ce qu'on va mettre dans les tuyaux, quels vont être les tuyaux de demain ? On ne sait sûrement pas ce qu'écouteront nos enfants quand ils seront eux-mêmes adultes. C'est pas grave, ils ont des vrais modes de consommation de la radio. Ce sont les modes de consommation qui changent et c'est ça qui compte. Donc oui, les jeunes écoutent la radio, ils l'écoutent différemment et non, la radio n'est pas morte. Voilà. Effectivement. Alors, je vais donner la parole à Franck Lano, directeur général adjoint d'Altis Média. Et puis, Yves Delfrat de CSA nous dira peut-être un petit mot pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure sur la présentation de l'étude sur les Français à la radio. Franck. J'imagine que je dois faire une réponse différente de toutes celles qui ont été faites. C'est difficile. Jusqu'à présent. On redémarrera du bout à la fin. Pas vraiment. Moi, j'avais par contre compris dans le thème que le mot continuer induisait justement qu'on ait le doute là-dessus. Et le simple fait qu'on passe autant de temps à en parler risque de le confirmer. Donc, je vais essayer de décaler un petit peu le débat. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se trompe de métier. Et moi, souvent, je dis chez nous qu'on ne fait pas de la radio, on ne fait pas de la télévision, on a d'autres fonctions. J'ai une histoire qui m'a toujours frappé, qui était celle des fabricants de chandelles à la fin du 19e siècle.
Il y en a qui pensaient qu'ils fabriquaient des bougies et ils sont morts parce que bien sûr l'électricité a pris la place. D'autres qui pensaient qu'ils fabriquaient de la lumière et eux ils ont compris qu'il fallait transformer leur industrie pour fabriquer des ampoules électriques. Et à ce moment-là, leur vrai métier, ils l'ont compris, c'était pas la bougie. Leur vrai métier, c'était... La radio, c'est pas la bougie, j'espère. Hein. Je termine, camarade. Leur vrai métier, c'était pas la bougie, c'était la lumière. Et je crois que nous, notre vrai métier, c'est pas la radio, c'est pas la télévision. Alors c'est vrai que dans notre entreprise, à nous, on a déjà fait exploser quelques frontières entre tous ces métiers-là, mais je crois que notre vrai métier, c'est l'information. Notre vrai métier, c'est l'accompagnement, c'est la distraction. Et je pense en effet que dans les prochaines années, avec la multiplication des tuyaux, il va falloir ne jamais oublier que notre métier, c'est pas la radio, c'est pas la télévision, mais c'est l'accompagnement, c'est l'information, c'est la distraction. Dans l'étude CSA, Yves Delfrat, les Français ont bien montré qu'ils étaient encore hyper attachés à la radio. On n'a pas de doute ici, hein, tout ça est très provocateur effectivement et on va avancer pour essayer de trouver des solutions pour encore progresser. Mais on voit bien que la radio, ça reste par exemple le média du matin devant tout le monde, ça reste le média dans la voiture, etc. etc. Hein. C'est le premier média du matin. Les Français sont hyper attachés à la radio, à 67% comme on l'a vu tout à l'heure. Moi, je voulais pas revenir sur les chiffres de l'étude et je vous renvoie à l'étude. Je vais juste faire un petit rappel historique. Pour moi, la radio, c'est le premier média, historiquement, du temps réel et de l'interactivité. Quand Internet est né, c'est devenu le nouveau média du temps réel et de l'interactivité. Et ces deux médias, ils étaient faits pour se rencontrer. Et aujourd'hui, quand on voit, et on le voit très clairement dans l'étude, la manière dont les Français consomment la radio sur Internet, parce que c'est un contenu qui les accompagne à longueur de journée, on voit bien que l'Internet, au lieu de ringardiser la radio, au contraire, lui a donné un coup de jeune et lui a donné une nouvelle ampleur, une nouvelle manière d'entrer en contact avec ses publics. Donc pour moi, Internet, pour la radio, c'est un amplificateur d'audience et rien de plus, quoi. Tout va bien. Alors justement, le digital, c'est un énorme défi, c'est le multi-sourcing des fenêtres d'ouverture vers le public, mais une audience qui se morcelle, on ne peut pas dire le contraire. Hein. J'imagine que pour ceux qui font de la radio musicale, notamment pour les jeunes, ils ont un problème sur le soir, où les jeunes sont peut-être plus pris sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Tout le monde est très sollicité. Je vais peut-être interroger d'abord les patrons des radios musicales. Aujourd'hui, comment vous répondez à ce morcellement de l'audience, notamment chez les jeunes qui sont extrêmement sollicités malgré tout? Alors, je ne sais pas, Gaël Sanquer ou alors il y a d'autres micros, ou Tristan. Je pense que dans notre offre de programmes quotidiennes et notamment le soir, puisqu'on parle, les jeunes, les plus jeunes auditeurs sont ceux qui effectivement consomment le plus la radio le soir après 19h. On a tous fait évoluer notre offre de programme. Je vais parler forcément de mes stations, mais Fun Radio et RTL2. On a aujourd'hui une incarnation plus forte de nos programmes à partir de 19h, mais on a, donc ça veut dire plus de programmes parlés, plus de valeur ajoutée quand on diffuse de la musique et pas uniquement diffuser des titres les uns après les autres, mais vraiment être capable d'en parler, de les exposer dans des écrins avec de la musique mixée, par exemple, sur des stations comme les nôtres, mixée dans le son dance de Fun Radio ou mixée dans le son pop rock d'RTL2, mais également de mettre finalement les réseaux sociaux, puisque la concurrence chez les jeunes, elle se fait notamment avec ces nouveaux usages digitaux et les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas vendu, je vous coupe, un peu votre âme au diable quand vous avez renvoyé en permanence les auditeurs vers les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas un peu dire, écoutez, allez vers les réseaux sociaux? Est-ce que vous n'avez pas participé à cette éducation-là, du fait que les jeunes vont peut-être plus aller sur Facebook qu'écouter la radio? Non, parce qu'en fait, le réseau social, il est exactement comme le téléphone l'était à l'époque, dans les années 80, le début des radios libres. C'est un vecteur de communication formidable pour nous, une caisse de résonance extraordinaire pour nos émissions, pour nos talents, pour nos contenus en général, mais aussi un moyen d'interagir en temps réel avec l'auditeur. Donc, la radio a toujours été le média de l'interactivité. Parmi toutes les qualités que je décrivais tout à l'heure, il y a aussi celle-ci. Et le fait de pouvoir proposer ce canal d'interactivité en temps réel à nos auditeurs est au contraire un enrichissement formidable pour nos contenus. Gaël Sanquer, chez Énergie, justement, comment vous répondez à ce morcellement de l'audience? Je pense que l'enjeu pour nos radios dans les prochaines années, c'est un peu aussi ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on regarde beaucoup, c'est de trouver les talents de demain. Je pense qu'il n'y a pas un problème de médias, il n'y a pas un problème de consommation, il y a un problème d'offre. Et je pense que l'offre, c'est d'aller trouver
les personnalités qui vont incarner nos programmes, qui vont être attachantes, qu'on va avoir envie de suivre. Et la radio a besoin de ce renouvellement et a besoin de trouver ses personnalités. Il y a quelques années, il y a 2 ans, on est allé sur Twitch, une plateforme concurrent de la radio, qui fait un peu de la radio aussi. Hein. C'est pas vraiment concurrent de la radio, ça se consomme pas pareil, mais il y a toute une génération de gamins qui ont la tchatch, qui ont de l'humour, qui ont des choses à raconter. À l'époque, dans les années 80, ces gamins, ils allaient dans la radio locale de leur village pour s'entraîner, pour parler. Aujourd'hui, ils se mettent devant leur caméra, leur iPhone, et ils se filment en direct sur Twitch, ils se filment en direct sur YouTube, et ils font des shows comme ça. À nous de savoir aller les choper, aller les faire grandir, leur donner la passion de ce métier, et les jeunes seront là. On a eu un show sur Énergie le dimanche soir avec un de ces jeunes plutôt spécialisés dans le e-sport, etc., mais qui était capable de parler d'autres choses, qui s'appelait Domingo. Et on avait des scores hyper intéressants. On diffusait le show. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé ? Parce qu'il avait envie d'autre chose. Parce que c'est lui, plutôt. Oui, c'est lui, plutôt. C'est une génération qui se lasse plutôt très vite. Mais on est perpétuellement en recherche des prochains talents, et je pense que c'est ce qui sauvera l'audience chez les jeunes. Alors on va parler d'information, on va parler de contenu, on va parler de proximité. Jean-Éric Valli, vos radios ont un énorme succès depuis quelques années, tout simplement aussi parce que les grandes radios nationales, à un moment, elles ont été un peu moins présentes sur la proximité. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes un peu à l'abri peut-être de ce morcellement-là, puisque vous avez une autre offre que ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, etc. etc. Alors je crois... Il est fort, hein, ce micro. Ouais, là, moi. Non, d'abord, on n'est pas à l'abri, ça serait vraiment prétentieux ou inconscient, je pense, de dire ça. D'ailleurs, j'aimerais pas qu'on soit à l'abri parce qu'on deviendrait inintéressant. J'ai l'impression que notre alchimie à nous, c'est plusieurs choses. Et c'est vrai qu'on a des atouts de par notre situation géographique ou notre situation thématique, hein, parce qu'on a des radios locales, régionales, proches des gens géographiquement, et puis des radios thématiques qui sont proches pour des raisons plus culturelles, finalement. Donc nous, c'est une alliance de plusieurs paramètres. C'est les contenus, donc qu'est-ce qu'on met dans les radios, mais c'est l'humain aussi, c'est-à-dire qui porte la voix au micro. C'est aussi la liberté de programmation, et tout à l'heure, le président du CSA a évoqué le travail qui va se faire de révision sur les quotas. Pour moi, quand je dis liberté, c'est liberté responsable. Mais on a besoin de cette liberté parce qu'en face de nous, on a des compétiteurs sur le digital qui sont instantanés à chaque seconde, ils sont libres. Hein. Donc il faut qu'on ne soit pas... on en parlera tout à l'heure à 14h voilà. avec le président. Et puis le dernier point, dans cette alchimie, parce que je pense que dans une compétition accrue, c'est ça qu'on vit en fait aujourd'hui, tout compte, le son est très important. Et quand on parle des jeunes, beaucoup de jeunes sont dans une écoute au casque sur leur téléphone, ils ont un son digital. Pour eux, la FM, c'est un peu périmé. Donc, il n'y a pas une urgence absolue, mais pour moi, le DAB est le bienvenu. Et tous les autres canaux de diffusion que nous utilisons déjà sont évidemment les bienvenus. On a vu que vous aviez quand même du job. Hein. L'étude CSA montre que la connaissance du terme DAB+, on a montré le logo sur l'étude, parce que c'était une étude faite sur Internet. Et je crois qu'il y a que 10% des gens qui ont répondu qui connaissent. C'est catastrophique pour vous. Non, pas du tout. C'est pas très important, ça, parce que il faut raisonner un peu autrement. C'est-à-dire que tous les postes en vente, à partir de maintenant, vont contenir la puce DAB. Les gens iront naturellement. Mais peu importe. Est-ce que nous savions, dans les années 80, qu'on avait un bouton FM sur nos postes ? Alors, il y a plein de gens qui ne savent même pas du tout de quoi je parle, mais en tout cas, nous, les plus vieux, là, qui commencent à devenir vieux... À l'époque, il y avait eu des grandes campagnes de communication autour de la FM. Pas vraiment. On a démarré. Le précurseur, c'est Radio France, parce que les différentes stations faisaient des choses concrètement, mais c'était un public finalement assez je sais pas comment dire, réservé. La partie grand public, c'est juste qu'on a allumé des émetteurs, qu'il y a eu plein d'émetteurs. Ça s'est fait assez naturellement, donc je suis pas très inquiet là-dessus. J'insiste sur le DAB pour la qualité sonore, parce que vraiment, il y a une différence. Et deuxièmement, parce que nous avons besoin, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de ce lien entre nous et les auditeurs. Et moi, j'aime pas les liens filtrés. Et pour moi, Internet, ce sont des liens filtrés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent. On est extrêmement présent sur Internet, bien sûr. On est présent partout.
Franck Lanoux, alors vous, l'interactivité, ça a été ce qui a permis la relance d'une radio comme RMC, qui a eu des grosses difficultés maintenant il y a plus de 20 ans. Ça, c'est toujours quelque chose qui fait la différence. Le groupe a énormément évolué, vous avez lancé des chaînes de télé, aujourd'hui tout est filmé, mais cette relation à l'auditeur, c'est l'ADN numéro 1. Oui, mais je pense que c'est le cas de toutes les radios. La radio, elle entretient une intimité extraordinaire avec son public. Et ça, c'est peut-être la chose qui va... qui doit lui permettre de résister bien au-delà de notre débat d'ailleurs, puisque je trouve en effet qu'on utilise un vocabulaire qui est un peu passéiste. C'est un terrain de jeu extraordinaire, la radio. C'est le média le plus simple à produire, c'est le plus simple à consommer. Aujourd'hui, comment vous avez pu réenchanter votre public, en tout cas de tenter de le réenchanter ? En l'invitant à écouter le monde changer, c'est-à-dire en l'accompagnant. Je pense qu'on a essayé de retrouver cette proximité qu'il faut avoir avec son auditeur dans toutes ces interrogations, dans une société qui est en pleine évolution, où les gens se posent des questions qui ne sont pas forcément les questions des journalistes. Donc, essayer d'aller au-delà de l'information dans des questionnements sociétaux, philosophiques parfois, que les gens peuvent avoir aujourd'hui dans une société où ils sont très bousculés, notamment au niveau de leurs sources d'information. Donc, c'est les accompagner. Et quand on parlait d'ancrage local tout à l'heure, l'ancrage local, il est vrai géographiquement, mais il est vrai de façon totalement transverse, sociologiquement. C'est-à-dire que les gens ont des interrogations thématiques auxquelles il faut essayer de répondre avec le plus de sincérité. Et je pense qu'on a retrouvé, nous, cette sincérité sur l'antenne et cette écoute. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que la radio, c'est un échange. Il y a quelqu'un derrière un micro, il y a quelqu'un, une oreille derrière un récepteur qui écoute. Et il y a un lien de... foi, on a foi dans le média qu'on écoute, et Europe 1 c'est une marque, il y a un lien de crédibilité, et par les réseaux, pareil, sur le numérique, mais c'est la marque qui est derrière. Pourquoi on va aller chercher l'information chez telle ou telle marque ? Parce qu'on sait, on a une certitude que l'info est vérifiée, que l'info n'est pas une infox. Et ça, c'est important. Donc, à la fois réenchanter en reliant, en allant au plus près, puisqu'on a dit aussi, c'est un média de l'intime, la radio. Rester le média de l'intime, tout en couvrant les thématiques qui vraiment sont au cœur des préoccupations de nos auditeurs. Et c'est ça, nous, notre chemin pour réenchanter Europe 1 en ce moment. On va parler un peu de musique, Yves. Dans l'étude, ça montre que les Français, même les jeunes, ils utilisent la radio pour aller découvrir des nouvelles choses. Pareil, on pensait qu'à un moment, peut-être les plateformes de streaming allaient remplacer tout ça. On voit aujourd'hui que la plateforme de streaming, c'est plus la bibliothèque de CD. En tout cas, c'est mon avis et c'est peut-être votre avis également. On voit bien que l'étude montre que la radio, ça reste le lieu où on va découvrir de la musique. Oui, tout à fait. La radio et les stations de radio et les marques médias qui existent, qui s'appellent radio aujourd'hui, même si ça dépasse largement la radio, ont créé de manière historique une crédibilité, un attachement à leurs marques qui font qu'à un moment elles sont référentes dans un domaine. Et pour rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure et qui est fondamental, c'est que ces marques, elles sont devenues référentes parce qu'elles ont des talents. Parce que vous employez des grands talents tous les jours qui font l'antenne, qui font l'audience, qui fidélisent les publics. Et c'est cette guerre des talents qui fait l'audience. Aujourd'hui, que vous soyez sur Internet, que vous soyez sur la bande hertzienne, c'est que vous fassiez de la vidéo ou de l'audio. Aujourd'hui, la qualité des contenus, c'est ça qui fait l'audience. On n'est plus dans une économie de tuyaux. Aujourd'hui, tout est accessible. Le sujet, c'est d'arriver à s'y faire une place. Mais ces marques de radio qui sont extrêmement puissantes, puisqu'elles fédèrent des communautés, on appelle ça des audiences. Pour moi, c'est plus que des audiences. C'est des communautés, puisque c'est des gens qui vous sont dédiés, qui croient dans vos journalistes, qui croient dans vos animateurs, et qui les suivent dans leurs recommandations et dans leur travail de défrichage, des nouvelles tendances, des nouveaux artistes, etc. Mais ça va bien au-delà de la musique. J'ai insisté tout à l'heure sur la musique parce que c'était une dominante comme l'information, mais la radio, elle intervient à tous les niveaux dans la vie des Français, quoi. Gaël, tout à l'heure, tu as parlé beaucoup des talents, peut-être du divertissement que vous proposez sur les radios du groupe, notamment Énergie. La musique, aujourd'hui, comment on construit un programme musical pour justement faire la différence et pour répondre à ce besoin que montre l'étude? On a envie de découvrir des nouvelles choses, mais en même temps, on a envie d'écouter des choses qu'on connaît.
C'est un équilibre. C'est toujours le travail n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'évidemment aujourd'hui l'offre pour la musique est pléthorique. La musique est presque devenue une commodité puisqu'elle est accessible quasiment gratuitement partout. La radio a encore son rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, pour breaker un artiste, c'est-à-dire pour le rendre visible aux yeux du plus large public, ça passe encore par la radio. La radio a encore son rôle de média prescripteur pour installer la musique. Et je suis content que tout à l'heure, le président du CSA, Roch-Olivier Mestre, ait souligné la différence de traitement législatif qui est appliqué et aux plateformes et à la radio. Aujourd'hui, et je rejoins aussi Jean-Éric Valli, la radio a besoin de liberté éditoriale pour pouvoir installer des artistes, pour pouvoir les exposer le mieux possible, parce qu'aujourd'hui, avec la loi sur le plafonnement des rotations, les artistes français certains ne sont pas exposés à la hauteur de ce qu'ils devraient être. C'est une réalité. Maître Gims, il ne passe pas 12 fois par jour sur Énergie, alors qu'aucun produit international n'est limité. On peut les jouer autant qu'on veut. Ça, c'est une fausse bonne idée. Et je pense qu'il y a des choses à améliorer dans la loi. Et il y a un rééquilibrage à trouver, parce que la radio est encore le média le plus important pour exposer la musique. On en parlera à 14h. Il y aura Mariam Saeli, la directrice générale de Énergie Group, qui sera là. Elle a beaucoup de choses à dire, et le président du CERTI également, Alain Liberty. Tristan, chez Fun Radio et RTL2, pareil, vous avez deux formats différents. On voit bien que vous avez un peu plus de difficultés avec Fun Radio en ce moment. C'est quoi ? C'est un peu le casse-tête du moment, les quotas sur la musique électro ? Oui, alors comme on n'est pas sur le débat des quotas, même si j'aurais beaucoup de choses à dire. Non, mais parlons artistique. Voilà, je rejoins simplement Gaël sur le fait que la liberté de programmation est essentielle, surtout aujourd'hui avec la concurrence des plateformes de streaming, mais vous en parlez tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas dessus. Pour rebondir sur la musique, il faut être capable de faire découvrir des choses. C'est ce qu'on fait par exemple avec Fun Radio, qui a toujours été l'un des 2 réseaux nationaux qui joue le plus de nouveaux titres. 9 titres sur 10 sur Fun Radio sont des titres des 12 derniers mois, et c'est une radio qui est starter, qui découvre énormément, qui fait découvrir à ses auditeurs des nouveaux titres et les nouveaux artistes. Donc ça, c'est évidemment fondamental pour toutes les radios. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de la mettre en scène, d'apporter une valeur ajoutée sur notre programmation musicale, et pas uniquement de jouer des titres les uns après les autres. C'est également ce qu'on essaye de faire avec nos 2 stations. Pour preuve, nous offrons aujourd'hui tous les jours 1 heure de musique mixée tous les soirs entre 19h et 20h par des DJ de chez nous, et donc c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver ailleurs. C'est un mix musical unique avec une vraie valeur ajoutée de notre station, et nous faisons pareil aujourd'hui avec des mix pop rock et des DJ qui sont capables d'enchaîner des titres pop rock avec une vraie valeur ajoutée musicale, et c'est sur RTL2 tous les week-ends. Et enfin, dernier point, il faut être capable d'en parler, il faut développer une vraie expertise musicale. C'est ce qu'on essaye de faire aussi sur nos stations, sur Fun Radio avec nos DJ, et puis sur RTL2 avec un triptyque que j'aime bien, à la fois des animateurs emblématiques qui ont toujours défendu la musique. Je pense à Éric Jean-Jean ou à Francis Zégut, par exemple, qui sont vraiment des icônes du format pop-rock. Mais également avec des journalistes. Nous avons Stéphanie Renouvin, qui fait Pop-Rock Story tous les week-ends et qui raconte pendant 1 heure un album pop-rock culte ou la saga d'une artiste ou d'un artiste culte. Et enfin, dernière dimension importante, les artistes eux-mêmes. Nous accueillons maintenant, nous commençons à développer une communauté d'artistes qui viennent parler chez nous, mais qui ont même leur propre émission de radio. C'est le cas de Gaëtan Roussel, Clap Hands tous les week-ends sur RTL2, où c'est un artiste qui prend les commandes d'RTL2 chaque semaine et qui va venir nous parler de musique. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée musicale. Jean-Éric Valli, sur vos radios, la musique, c'est une colonne vertébrale très importante. Ouais. Que ce soit sur de vos 2 casquettes, président du groupe 1980, puisque vous avez racheté WeFM il y a quelques temps. Cette colonne vertébrale, elle est toujours vecteur d'audience. C'est vraiment aussi pour ça qu'on vient sur ces radios ? Oui, c'est sans doute pour les radios indépendantes la première motivation d'écoute, c'est la musique. Mais c'est comme un plat, il faut du sel, et c'est pas que de la musique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'apparence. On met des disques les uns derrière les autres. On nous a beaucoup rabaissé d'ailleurs, en respectant pas ce travail qui est d'abord un travail artistique. Et en fait, c'est un peu un spectacle vivant, le programme qu'on fait. La manière de choisir les morceaux de musique, de les programmer, de les présenter sur l'antenne. Il y a vraiment toute une alchimie qui ressemble à
qu'on fait tous, hein, mais il y a vraiment une vraie alchimie et ça se respecte. Pour moi, la musique... Vous en parlez entre vous. Comment les Indes radios, justement, c'est plus de 130 radios qui sont fédérées. Alors, vous êtes d'abord une régie publicitaire commercialisée par une régie, mais justement, sur cet aspect artistique, musique, quelles sont les choses structurantes que vous faites entre vous ? Alors, on essaye aux Indés de faire un truc qui est contradictoire, c'est-à-dire de faire des choses ensemble, mais que surtout, toutes les radios fassent des choses toutes seules. Parce que vous êtes concurrentes entre vous, en plus. Oui, puis en fait, moi, je tiens compte de la compétition. En face de nous, on a des acteurs qui sont autour de moi. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils sont venus nombreux. Ils ne sont pas très courageux, en fait. Pardon. On a des acteurs qui ont une spécificité principale, c'est d'être nationaux. Ça leur donne une très grande puissance de programme. Et vous citiez des animateurs vedettes, vous avez des journalistes vedettes, etc. Nous, c'est une autre alchimie. Et du coup, nous, on doit garder cette spécificité inverse, c'est d'être très nombreux, très différents. Donc, on ne se mêle surtout pas de la programmation des radios, de la gestion des entreprises, etc. Mais on fait des choses ensemble. Et par exemple, sur la musique, on essaye de démarrer certains artistes au même moment, des artistes qu'on aurait joués de toute façon, mais de les démarrer, de les synchroniser, parce que ça donne une visibilité instantanée qui permet à la filière musicale de nous comparer avec nos confrères nationaux. Si on va en ordre dispersé, on n'apparaît pas, même si finalement ça ne change rien sur le fond. C'est plus de la communication que vraiment du fond. Voilà. En tout cas, la musique, c'est très important. La liberté de programmer cette musique aujourd'hui, c'est devenu très très important dans une vraie compétition qui est d'ailleurs passionnante. On ne peut pas avoir des gens extérieurs à notre métier qui nous expliquent comment faire notre métier. Ça, c'est fini, c'est pas possible. Et j'apprécie d'ailleurs beaucoup le travail qu'on fait avec le CSA, qui est aujourd'hui un travail de partage, de complémentarité. Pour moi, ça dynamise le secteur, là, cette façon de travailler qu'ils ont aujourd'hui. Ça a mis du temps à se mettre en œuvre parce que le président le rappelait, on a fêté les 30 ans, mais nous aussi, on a appris à faire ce métier. Finalement, je n'ai pas de leçon à donner. En tout cas, on est arrivé à un bon endroit pour faire des belles choses et on a besoin vraiment de rectifier le tir au niveau de la loi parce que cette liberté de programmer, elle est nécessaire. L'étude montre également que la marque média, elle est citée spontanément. Quand on a demandé aux Français, quand on leur dit radio, spontanément, et c'est le troisième item, il va nous dire Europe 1, Énergie, RTL, etc. etc. Ça, c'est un élément important finalement. Au-delà de la radio, c'est la marque. On en parlait tout à l'heure, hein, Yves. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que derrière ces marques, il y a des communautés, il y a des audiences. Et la radio a quand même une spécificité. C'est l'un des rares médias de masse qui soit également un mass média. C'est-à-dire qu'il est capable évidemment, il touche tout le monde comme beaucoup de médias, mais il est capable d'apporter de la puissance instantanée. Il est capable de toucher un grand nombre de gens dans un moment très très court. Et donc c'est un média qui est extrêmement influent. Et donc c'est vrai que la place que vous pouvez donner à des animateurs, à des nouveaux talents, etc., vous les exposez immédiatement à un grand nombre de gens. Et donc c'est vrai qu'il y a une construction de marque, il y a une alchimie, il y a un deal win-win à faire entre vos marques historiques et les nouveaux talents. Vos marques historiques peuvent porter les nouveaux talents. Ces nouveaux talents peuvent vous aider à régénérer ces marques historiques. Et donc tout ça, ça participe de la même logique qui est de faire des deals win-win entre la radio, Internet, les nouveaux talents, les anciens, etc. Cécile Mégy de RFI. Je suis moins concernée par l'étude, enfin RFI est moins concernée par cette étude puisqu'elle est vraiment sur le territoire français, mais c'est un phénomène mondial aussi. Je parlais de l'info tout à l'heure, on est une radio généraliste, hein, la radio en français, RFI en plus des 16 autres langues, c'est une radio généraliste et on a aussi ces accroches musicales et ces magazines musicaux à très forte identité qui font de la musique, et je rejoins ce que vous disiez là, on diffuse de la musique mais pas que, c'est aussi des lieux de débat de société, c'est aussi de l'interactivité avec les auditeurs sur des découvertes, et ça c'est l'impact de la radio dans ce qu'elle a aujourd'hui
aujourd'hui de plus mobile, de plus agile, couleur tropicale, diffuse. Alors le nom de l'émission du vendredi, c'est la plus grande discothèque du monde, mais c'est vraiment ça, parce que c'est l'ensemble de l'univers francophone qui assiste au même programme et qui interagit avec ce programme. Un magazine qu'on a mis à l'antenne seulement depuis l'hiver dernier, Légendes urbaines, avec Juliette Fievé, qui incarne une génération de musique urbaine, hip-hop, qui n'existait pas sur les antennes de RFI, qui se déploie bien évidemment au-delà de l'antenne broadcast, en numérique avant, pendant et après l'émission. Là aussi, c'est toute une communauté la plus vaste possible qui adhère à ce type de programme. Donc je pense que là, la radio est vraiment dans son cœur de métier, peu importe encore le vecteur principal ou pas, et complémentaire avec tous les autres. La marque RFI est énorme, notamment dans les pays d'Afrique. C'est la référence et c'est la marque d'abord, en fait, là-bas. Et RFI, c'est la référence aussi. Donc, finalement, même si l'étude, elle porte sur la France, on aurait pu la poser dans d'autres pays, oui, et ça aurait été encore plus important, peut-être. On veut bien. On veut bien. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ça reste, et encore une fois, c'est un patrimoine qui doit s'entretenir et rester vivant et innover, mais ça reste une marque référente au-delà de l'Afrique francophone, mais essentiellement en Afrique francophone. Quand on parle de marque radio, on pense évidemment à beaucoup, mais à Énergie, évidemment. C'est un travail depuis le début, depuis la création du groupe par Jean-Paul Baudecroux. C'est travailler votre marque, et ça date d'il y a plus de 30 ans maintenant. C'est-à-dire, c'était votre marque, et on la voit partout d'ailleurs. C'est vrai que la puissance de la marque est importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, peu importe le support en fait. Est-ce que c'est grandes ondes, FM, ondes courtes, enceinte connectée, peu importe. Aujourd'hui, l'idée c'est de partager avec des auditeurs des expériences de marque, que ce soit dans un Energy Music Tour à Beauvais dans 2 semaines, ou que ce soit au travers d'un show, ou que ce soit sur des posts sur les réseaux sociaux. L'idée c'est de travailler cette marque et de la faire briller pour que le réflexe ce soit je veux écouter des hits, je branche Énergie. Je vais être un peu poil à gratter, mais vous aviez enlevé le FM à Chéri, vous l'avez remis, ça prouve, vous avez remis le FM même aujourd'hui, ça prouve que la marque d'abord, en fait. La marque d'abord, voilà. Et vous avez eu l'intelligence de revenir en arrière. On est très pragmatique. Voilà. Peut-être pouvez-nous en parler, pour quelles raisons vous avez fait ce choix de remettre le FM? L'idée, on voit le DAB arriver, on voit les enceintes connectées, etc. On s'était dit, effectivement, peu importe le support, ce qui compte, c'est le contenu et c'est la marque. Et FM, ça renvoie quand même à une période un peu datée. Et on s'était dit peut-être, c'est une manière de moderniser la marque. C'était pas un succès. Donc, de manière très pragmatique, on est revenu en arrière. Et les audiences sont pas trop mal en plus. En plus, ça redresse bien la tête, ouais. Isabelle, chez Europe 1, alors vous, quand on parle de marque, c'est vrai qu'avec tout ce qui est arrivé, tout le monde a dit « Waouh, la marque Europe 1, elle est toujours là ». Vous êtes présent beaucoup sur les podcasts, les enceintes connectées. Justement, travailler la marque à l'antenne, vous avez parlé de contenu tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez revu, que vous avez accentué encore plus? Qu'est-ce que c'est Europe 1 ? C'est cette réflexion-là qu'on a menée. Quand on se sent des fragilités, on se dit mais qui suis-je ? Et on repart de cette base pour réfléchir et pour reprendre sa marque en main. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Et cette réflexion-là, on voit bien qu'elle commence à porter ses fruits. Donc, derrière aussi un slogan, écoutez le monde changer, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise vraiment. Donc voilà, oui, la marque, elle est là, mais elle n'est pas tout, elle ne peut pas tout. Et il faut être soi-même à l'écoute de sa marque derrière, la porter. Elle nous porte, on la porte et elle s'incarne. Et là, je rejoins ce que vous disiez sur les animateurs, la marque qui porte un animateur et un animateur qui porte la marque. Pourtant, vous avez fait le choix dans votre campagne et ça a été assez de ne pas les afficher. Non, on les a pas affichés parce que c'était toutes nos campagnes précédentes et on est sur une politique de rupture, non pas de rupture de la marque, mais de rupture avec ce qu'on a fait précédemment pour réenchanter la marque. Donc pour le moment, les têtes d'affiche ne sont pas à l'affiche.
Et elle est magnifique, cette campagne. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais elle est vraiment magnifique. Écoutez le monde changer. Ce sont des grands symboles du monde qui change, qui sont affichés comme ça, avec ce logo de la marque Europe 1 désormais. Donc voilà, c'est un départ qui repart de la marque pour retourner à la marque. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc, pour les animateurs, quand même, qui vont incarner ce renouveau, la matinale de Mathieu Béliard, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que c'est, d'un seul coup, quelqu'un qui a une notoriété, certes, moins forte que les précédents présentateurs de la matinale d'Europe 1, et qui, d'un seul coup, va incarner une renaissance de cette marque, et dans tous ses fondamentaux, on ne change pas les fondamentaux. C'est toujours Europe 1, c'est toujours de l'info ultra vérifiée, c'est toujours du reportage mis au centre de l'information, et c'est aussi une généraliste d'accompagnement. Voilà. Alors chez RTL, Tristan, vous les avez mis en garde à vue, vos animateurs et vos journalistes, dans votre campagne. Et puis après, vous avez des campagnes comme RTL2, on se souvient beaucoup, où là, c'est la marque et le slogan, souvent juste le logo, la marque. C'est deux façons d'aborder les choses, en fait. Hein. C'est ce qu'on disait avec Isabelle, c'est des choix à un moment. Hein. Oui, pour des radios musicales, en tout cas, c'est évident que l'approche de marque est fondamentale. Les gens ne viennent pas juste écouter une radio et écouter un programme musical, et ils adhèrent à une marque, à toutes les notions qu'elle porte. Et donc, tout ce qu'on peut communiquer, notamment aujourd'hui avec le digital, tout ce qu'on arrive à dire sur les réseaux sociaux, et également à partager avec nos auditeurs les moments de vie dont on parlait bien sûr à l'antenne, mais aussi aller à la rencontre de nos auditeurs. On le fait beaucoup. Aujourd'hui, on ne s'est jamais autant déplacé en termes de délocalisation d'émissions ou en termes d'organisation d'événements. On fait des tournées, on va voir les gens et on leur fait vivre finalement des moments de vie uniques qui leur font adhérer à cette marque qui n'est plus à ce moment-là qu'une seule radio. Je pense notamment à un des événements les plus emblématiques qui va remplir pour la 5e année consécutive un Bercy avec 15 000 personnes le temps d'une nuit. Fun Radio Ibiza Experience. On n'a pas choisi ça au hasard. Bien sûr, il y a Fun Radio dans la marque de l'événement, mais la notion d'expérience est fondamentale parce que à ce moment-là, c'est plus de la radio, c'est vous avez un moment de vie unique. Vous vivez Ibiza le temps d'une nuit à Paris, et c'est quelque chose de très fort qui crée une vraie adhésion à la marque et une vraie adhésion finalement au programme radio. Avant de prendre quelques questions dans le public, j'ai posé la question à Jean-Éric Valli. Vous, c'est plus de 130 marques. Justement, vous y êtes hyper attaché. Comment on travaille la marque ? Chez les Indés Radio, vous avez la marque Les Indés Radio qu'on voit apparaître notamment sur des partenariats, The Voice, TF1. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau qui date d'il y a quelques années. Puis vous avez vos marques locales. Finalement, comment vous travaillez tout ça ? Alors j'envisageais de citer les 130 marques. On reviendra vers minuit à peu près, comme ça. On va dire la marque ombrelle qu'on a, les Indés Radio, c'est presque anecdotique, c'est technique. On a une appli qui s'appelle Les Indés Radio, vous pouvez télécharger si vous n'avez pas déjà fait. Voilà, la pub au passage. Voilà. Non mais voilà, c'est parce qu'on ne peut pas parler de 130 marques d'un coup quand on fait de la communication globale. Mais pour le public, ça veut dire quelque chose, les Indés Radio Ça veut dire quelque chose pour plus de 2,5 millions de personnes qui ont téléchargé l'appli Indés Radio. On avait fait une étude sur la notoriété, elle était autour de 30% quelques années après le lancement de cette marque dans l'esprit des Français. Ça cannibalise pas les marques locales qui certaines sont concurrentes. Non, mais ça c'est une espèce de fiction. Comme on a eu peur d'Internet, voilà, Internet c'est un grand carrefour, ça cannibalise personne. Ça fait disparaître ceux qui n'ont rien à donner en fait, je pense, mais ça cannibalise pas. Donc cette marque ombrelle, ça nous sert, c'est un vecteur presque technique. Et puis chaque radio défend ses couleurs, sa marque. Comme nos confrères le font, on a des marques qui ont 30 ans ou 40 ans maintenant aussi. Hein. Donc il y a un vrai patrimoine. C'est vrai que pour moi, ce sont aussi des références. Mais c'est vrai qu'une marque, c'est aussi ce qu'on en fait. Donc si nous-mêmes, on la laisse... c'est-à-dire si le produit qui est derrière la marque décline, la marque finira par décliner. Elle ne va pas tout porter à elle toute seule. Donc voilà. Et ces 130 marques, c'est un trésor... parce que ça permet aux Indés de proposer des dizaines de programmes différents qui vont se compléter les uns les autres. Il nous reste 3 minutes pour peut-être prendre une question, puisqu'après, il y aura une étude sur les mornings et les drives par Médiamétrie et un nouveau débat autour des mornings carrefour d'audience. Ce sera un sujet passionnant. Est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser ? Sinon, c'est moi qui vais la poser. Oui, non ? À te juger. En un mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la radio en 2020 ? Je fais un rapide tour de table. Moi qui commence. Allez. Le meilleur, évidemment, est de rester de la radio en étant au rendez-vous de tous les carrefours, comme on disait tout à l'heure.
bien évidemment, et d'accompagner le plus près possible. Je pense que la clé, c'est quand même la proximité, et je vous dis ça même pour une radio internationale, parce que c'est là-dessus qu'on Vous travaille. avez eu des fréquences en DAB+, notamment, et vous allez couvrir plusieurs Et on a des villes. DAB+, ici en France, avec nos camarades qui s'y déploient. Ça aussi, c'est de la proximité. Gaël, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la radio en 2020 ? En 2020, on peut souhaiter aux radios musicales de retrouver leur liberté de programmer. On en parlera à 14h. Jean-Éric. Moi, je pensais à garder le lien émotionnel et bienveillant qu'on a avec notre public. Ça, c'est un trésor. Isabelle. Alors en 2020, nous à Europe 1, on veut rester dans le cœur des auditeurs et on veut aussi gagner des cœurs. Voilà, c'est ça. C'est au programme. Tristan, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2020 à la radio ? Moi, je dirais faire découvrir. On a vu tout à l'heure avec l'étude CSA que c'était fondamental. Et donc faire découvrir de la nouvelle musique, des nouveaux talents et peut-être des nouveaux usages pour porter les couleurs de la radio encore bien haut. Alors peut-être Yves, qu'est-ce qu'on doit dire à la radio en 2020 ? Moi, je souhaite à la radio qu'elle continue à embrasser le changement comme elle l'a toujours fait, parce que la radio, c'est un média de la mobilité. Et quand on est mobile, on aime le changement. Et ça vous a bien servi jusqu'à présent. Bravo, continuez. Voilà, je pense qu'on a de quoi enchanter le public pendant encore très longtemps avec nos radios. Merci à vous tous d'avoir été là, puis merci de nous avoir suivis. Salon de la radio et de l'audio digital.